Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Et soyez les bienvenus à ce webinaire mensuel de nos voix comptes. Et je suis Rachida Touboukari Ama, géographe et gestionnaire de projets de formation. Je suis co-facilitatrice du groupe de travail inclusion linguistique et numérique de nos voix comptes pour le Bénin. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de faciliter ce webinaire intitulé L'éducation à l'environnement et au développement durable pour l'émancipation des filles africaines. Alors, comme vous le savez, l'environnement et le développement durable constituent un défi majeur de l'heure et c'est pourquoi ce webinaire explorera comment ensemble nous pouvons façonner un avenir meilleur en sensibilisant à l'importance cruciale de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Également en explorant les meilleures pratiques et les initiatives innovantes qui permettent l'intégration de ces concepts dans les programmes éducatifs. Enfin, en facilitant un dialogue ouvert et inclusif entre des experts, des activistes et des éducateurs engagés. Et pour ce faire, nous avons à nos côtés trois illustres panélistes qui animeront le débat avec nous. Je m'en vais ainsi présenter nos illustres panélistes. La première panéliste est membre fondatrice et responsable chargée du développement social à la Ligue ivoirienne des droits des femmes, LIDF. Elle est aussi ambassadrice Nos Voix comptent en Côte d'Ivoire et elle est technicienne agronome et élève ingénieure des techniques agricoles à l'Institut national privé d'agriculture tropicale, INPRAT. Je veux ainsi nommer Madame Marie-Paul Aukry. Madame Marie-Paul Aukry, c'est un honneur de vous avoir à nos côtés. Priez ouvrir votre caméra et votre micro pour nous placer un mot. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ma caméra est allumée. Malheureusement, c'est un peu sombre parce que je me trouve dans un endroit assez sombre. Et qu'est-ce que je peux dire? Je suis heureuse de participer à ce panel et impatiente de commencer. Merci. Merci bien, Madame Marie-Paul Aukry. Alors, notre deuxième panéliste, elle est coordonnatrice nationale d'action pour la conservation de la nature et le développement communautaire, ACD, NDC. Elle est aussi ambassadrice Nos Voix comptent en République démocratique du Congo. Elle est aussi juriste en droit public international et coordonnatrice du programme panafricain pour l'environnement en RDC. Alors, je veux nommer Madame Crispine Nguena. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Je vous prie de nous adresser un mot et d'ouvrir votre caméra. Merci. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être parmi vous cet après-midi. Et en tout cas, je suis très heureuse et j'attends vraiment impatiemment qu'on puisse commencer à discuter sur notre thématique du jour. Merci. Merci beaucoup, Madame Crispine Nguena. Notre troisième panéliste est vice-coordonnatrice des actions des femmes engagées pour la protection de l'environnement, AFEPE. Elle est magistrate
chargée d'études à la Cour constitutionnelle de la RDC. Elle est aussi vice-présidente genre au sein du Conseil communal de la jeunesse de la commune de Limete en RDC. Alors, je veux nommer Madame Tabitha Bamungu. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Veuillez ouvrir votre caméra et votre micro pour nous dire un mot. Merci. Merci beaucoup, Madame Rachidou. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour la confiance. Je profite aussi pour dire merci à Madame Crispi qui a qui a fait en sorte que je sois présente parmi vous. J'ai hâte de commencer cette activité ou soit qu'on commence déjà nos discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, nous allons maintenant parcourir un peu. Oui, allô? Allô, vous m'entendez? Vous me recevez? Oui, bien sûr. OK. Nous allons maintenant parcourir et mieux connaître nos voix comptes. Alors, Boris? Boris? OK. Nos voix comptes, qu'est-ce que c'est? Nos voix comptes est une initiative féministe qui œuvre en faveur de la justice de genre et des droits humains des femmes en Afrique francophone et réunit des activistes et organisations, groupes ou réseaux basés dans 22 pays pour le plaidoyer et la construction d'un mouvement féministe africain francophone. Nos Voix comptent est né en mars 2020 dans le cadre de la génération égalité. Alors, quelles sont les missions de Nos Voix comptent? Nos Voix comptent soutient les activistes, organisations, réseaux et d'autres mouvements féministes et ou de défense des droits des filles et des femmes d'Afrique subsaharienne francophone. Elle contribue au renforcement du mouvement féministe en Afrique subsaharienne francophone. Nos Voix comptent est né amplifie les besoins et priorités des filles et femmes d'Afrique subsaharienne francophone, en levant également les barrières qui entravent leur participation active. Alors, pour ainsi dire, voilà les missions et la vision de Nos Voix comptent. Et pour en savoir plus, et prière et nous écrire à l'adresse nvc@batongafoundation.org. Merci. Alors, nous allons poursuivre avec ce webinaire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, et nous allons présenter une grande dame qui est actuellement la directrice globale du plaidoyer de la Fondation Batonga. Elle est également la directrice pays pour le Bénin de la même fondation, c'est-à-dire qu'elle a une double casquette. Elle est juriste et experte en genre de formation. Elle totalise plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de projets, programmes axés sur l'égalité et l'équité entre les sexes. Alors, je veux nommer Madame Ella Wamamara. Madame Ella Wamamara. Bonsoir, Madame Rachidat. Bonsoir, Madame Ella. C'est toujours un honneur de vous avoir à nos côtés. Merci de nous faire l'ouverture de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à
toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'éducation à l'environnement et au développement durable pour l'émancipation des jeunes filles africaines. Nous voix compte est heureuse de vous savoir si nombreuses et si nombreux inscrits ce soir pour suivre ce webinaire. Vous savez, l'Afrique est un continent qui est confronté à de nombreux défis environnementaux et sociaux. Les changements climatiques, la faim, l'africaine. Faisons par un bref rappel de l'environnement. Nous avons l'ODD numéro 4 qui vise à garantir une éducation inclusive et équitable de qualité pour toutes et pour tous et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. L'ODD numéro 5 vise à garantir toutes les filles et les femmes urgentes pour lutter contre les changements climatiques et leurs effets. L'ODD numéro 14 vise à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et l'ODD numéro 15 vise à protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, stopper et inverser la dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement des sols. Ces objectifs sont interdépendants et nous devons travailler ensemble pour les Ainsi, l'éducation à l'environnement et au développement durable elle leur permet de comprendre les liens entre l'environnement et le développement durable et de développer les compétences et les connaissances nécessaires pour agir pour un monde plus juste et durable. Cependant, les jeunes filles africaines sont confrontées à de nombreux défis. Un défi inclut la pauvreté et l'inégalité des genres qui limitent l'accès à l'éducation pour les filles, les normes sociales qui peuvent décourager les filles de s'engager dans les sources et de programmes d'éducation à l'environnement et au développement durable adaptés donc aux besoins des jeunes filles. Dans ce contexte, l'éducation à l'environnement et au développement durable est un outil essentiel pour l'autonomisation de ces jeunes filles en Afrique. Elle leur permet de développer donc des compétences pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux auxquels elles sont confrontées, de s'engager activement dans des actions pour protéger l'environnement et promouvoir le développement durable, d'avoir accès à les objectifs de ce webinaire, en plus de ce que vous avez déjà dit, c'est donc de sensibiliser à l'importance de l'éducation à l'environnement et au développement durable pour l'autonomisation des jeunes filles en Afrique, de comprendre les liens entre l'environnement et le développement durable et l'autonomisation des filles et des femmes, de discuter ensemble des défis et des opportunités liées à l'éducation, à l'environnement et au développement durable pour les jeunes filles de nos pays et de partager les bonnes pratiques et les initiatives innovantes dans ce domaine-là. Au cours de ce webinaire, nous aurons l'occasion d'écouter les témoignages des experts sur ce sujet et nous allons échanger également sur les enjeux de l'éducation à l'environnement pour un développement durable pour l'autonomisation des jeunes filles et jeunes femmes en Afrique. La Fondation Batonga et Nos Voix Comptent vous remercie de votre participation à ce webinaire. Je souhaite que nous puissions avoir une discussion constructive et enrichissante. Je remercie nos panélistes qui sont de grands activistes engagés dans ce domaine et je vous remercie, vous aussi, en tant que facilitatrice d'un groupe de travail de Nos Voix Comptent pour votre engagement et votre dynamisme. Merci. Merci beaucoup, Madame Ella Wama Mara. Et comme nous avons l'habitude de le dire au Bénin, la tisane infatigable de la lutte pour l'égalité des sexes. Merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Alors,
Avant de rentrer dans le vif du sujet, et nos panélistes auront une série de questions et à laquelle elles seront soumises. Et après cela, nous aurons une plage de questions-réponses des participants à l'endroit des panélistes, des commentaires et autres. Et ensuite, enfin, nous aurons la clôture de ce webinaire. Une fois encore, merci, Madame Ella, pour le décor bien planté. Alors, sans plus tarder, je m'en vais déjà m'adresser à Madame Marie-Paul Aukry. Et pouvez-vous nous dire en 2 minutes qu'est-ce que l'éducation à l'environnement et au développement durable pour, oui, et au développement durable. Merci. D'accord. Merci Rachidatou. Qu'est-ce que l'éducation à l'environnement et le développement durable? En fait, la réponse est directement dans la question. Quand on parle d'éducation et tout, on parle d'apprentissage, de recherche de connaissances et tout. Donc, tout simplement, je pourrais dire que l'éducation à l'environnement et au développement durable est une méthode d'apprentissage qui a pour but de faire connaître les enjeux de l'environnement et les défis liés au développement durable. Et on y ressort avec des compétences qui nous permettront de poser des actions, de poser des actes en faveur de l'environnement. Et cette éducation s'appuie sur des techniques de rendu assez participatives, donc sur l'observation, l'expérimentation, comment on appelle, l'observation, l'expérimentation et bien d'autres choses. Et donc, quand on finit en fait avec tout ça, on ressort avec une compréhension assez transversale de la chose. Donc, ça nous permet en fait de trouver des solutions assez holistiques aux problèmes de l'environnement. Donc, tout coup, on pourra dire que l'éducation à l'environnement et au développement durable, c'est apprendre tout ce qui entre dans cette thématique-là, donc l'environnement et le développement durable, pour un monde meilleur. Merci. Merci beaucoup, Madame Marie-Paul Aukry. Alors, Madame Christine Nguena, est-ce que nous pouvons avoir aussi votre avis sur la question? Merci. Au fait, je vais juste l'idée que l'éducation à l'environnement et au développement durable n'est rien d'autre que cette formation, cette éducation qui permet à une personne d'avoir des compétences afin de participer et d'agir. Donc, participer et agir pour la protection de l'environnement et aussi pour la protection de la biodiversité, afin que nous ayons un monde meilleur, un monde qui respecte l'écologie. Madame Rachel, vous avez fermé votre micro, on ne vous entend pas. Merci beaucoup, Madame Christine Nguena. Alors, Madame Tabitha Bamougou, nous aimerions vous entendre aussi sur la question. Madame Tabitha Bamougou. Oui, oui, je suis là. Merci beaucoup. Vous m'excuserez un peu parce que la connexion avec Kinshasa, c'est un peu, ça bug, c'est instable. Mais par rapport à la question, je dirais, je commencerai d'abord par dire que il n'y a pas une différence entre les deux notions, entre l'éducation à l'environnement et l'éducation au développement durable. En ce sens que l'éducation au développement durable est un ensemble de tout où on retrouve l'éducation à l'environnement. Et l'éducation au développement durable, c'est un mécanisme qui permet à ce que nous puissions, qui permet
les changements climatiques et autres. Et je dirais que dans ces tout-là du développement durable, l'éducation à l'environnement donne les acquis à l'homme de savoir vivre dans la société, comment vivre en harmonie avec la nature, comment vivre en harmonie avec l'environnement. C'est un peu ça ce que je pourrais dire à ces propos. Merci. J'ai fini, Madame Rachidatou. Merci beaucoup, Madame Tabitha, et pour ces approches de définition. Alors, que retenir de l'éducation à l'environnement et au développement durable? C'est une méthode d'apprentissage qui consiste à faire connaître les enjeux liés au développement, à l'environnement et au développement durable. Et ceci permet d'avoir des compétences nécessaires pour participer à la gestion durable de tout ce que nous mettons dans l'environnement pour vraiment un développement durable. Et merci pour ces diverses approches de réponse. Nous allons passer à la deuxième question. Alors, quels sont les avantages de l'éducation à l'environnement et au développement durable et pour les filles africaines? Madame Crispine Nguena. Bon, comme on l'a toujours dit, l'éducation est très importante et l'éducation à l'environnement et au développement durable reste aussi à ce même point que c'est très important et c'est très utile pour les jeunes filles. Donc, son importance, c'est sur le point où le jeune fille aura de l'expertise pour faire face aux effets de changement climatique et que ces jeunes filles seront au centre des actions climat et ces actions seront en train de tenir compte de la question genre. Ça signifie que du moment où ces jeunes filles elles sont éduquées, ça leur permet de prendre des initiatives qui, non seulement c'est pour la protection de l'environnement, mais des initiatives qui vont tenir compte de l'aspect genre, de l'aspect de besoins sociaux spécifiques à eux. Et cela permettra que dans la lutte contre le changement climatique, le jeune fille seront suffisamment représentées, seront suffisamment outillées afin de faire face à ces fléaux. Mais aussi, ça permet aux jeunes filles de prendre des initiatives pour la protection de l'écosystème. Bon, je vais parler directement de la biodiversité, je vais parler de l'entrepreneuriat vert parce que c'est l'entrepreneuriat qui permet que nous puissions répondre à nos besoins socio-économiques tout en respectant ou en prenant des actions qui protègent l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tabitha Bamou. Alors, Madame Marie-Paul Aucré, pouvez-vous également vous prononcer sur la question en 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bien sûr, la question est tellement intéressante. Il faut dire que l'éducation tout court déjà est quelque chose de très important. Et donc, l'éducation liée à cette thématique-là, l'environnement et le développement durable, est un tremplin en fait d'opportunités pour les jeunes filles. Avoir des connaissances sur l'environnement et le développement durable permettra à ces jeunes filles-là d'avoir des opportunités, c'est-à-dire tant au niveau professionnel que personnel, en fait. Par exemple, avoir des connaissances sur cette thématique leur permettra d'aider leur communauté à être plus résilients face au changement climatique.
Ça leur permettra en fait de participer à la gestion des ressources naturelles dans leur communauté. Ça leur permettra en fait de devenir des leaders dans la communauté parce qu'elles auront des connaissances, donc elles auront en fait une substance et des contenus. Donc, elles pourront en fait prendre la parole dans la communauté et dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire face au changement climatique. Donc, c'est vraiment avantageux pour les jeunes filles africaines. Moi, par exemple, j'ai des connaissances en agriculture parce que je suis agronome de formation. Et donc, ça me permet de me prononcer en fait sur tout ce qui est environnement parce que c'est vraiment des choses, c'est vraiment lié, c'est vraiment des thématiques assez liées. Qui dit environnement dit agriculture parce qu'il faut connaître son environnement pour pouvoir mieux produire. Donc, ça me permet en fait d'être leader dans ma communauté. Je pars dans les villages, je forme les femmes en agriculture écologique, et voilà, en fait, les avantages et il faudrait que toutes les jeunes filles, en fait, soient formées afin de bénéficier de tous ces avantages-là. Voilà. Merci bien, Madame Marie-Paul Ocré. Alors, Madame Tabitha Bamou, quels sont, selon vous, les avantages à l'éducation, à l'environnement et au développement durable pour les jeunes filles africaines? Ok, merci beaucoup. Pour moi, je dirais l'éducation à l'environnement ou l'éducation au développement durable a pour avantage pour les jeunes filles africaines d'abord, ça permet leur intégration et leur participation aux échanges liés à des thématiques de l'environnement et développement durable. Et au-delà de cela, ça permet aussi à la jeune fille africaine d'acquérir de nouvelles connaissances afin de le mettre en pratique pour avoir un mode de vie sain et un mode de vie qui n'est pas pollué, si je dirais ainsi. Et puis, ça permettra, comme Madame Ocri venait de le dire, ça permettra à la jeune fille d'être leader dans son milieu, d'être leader et d'impacter son milieu aussi, parce que tout en ayant acquis de connaissances, ces connaissances ne vont pas rester pour elles-mêmes, mais ces connaissances seront aussi transmises aux autres afin que les autres aussi puissent pratiquer ou soit mettre en place ces connaissances. C'est un peu les deux avantages que j'ai dû relever par rapport à l'éducation, à l'environnement et au développement durable. Et merci beaucoup, Madame Tabitha Babou. Et de ces trois interventions, nous pouvons retenir que les avantages de l'éducation à l'environnement et au développement durable pour les jeunes filles africaines sont multiples parce que d'abord, ça permet leur inclusion, de pouvoir prendre part au débat sur l'environnement et au développement durable et d'être en même temps mieux outillés en tant que vectrices du changement, de pouvoir vraiment jouer leur partition et dans l'éducation à l'environnement dans leur communauté et d'être vraiment des leaders, des porte-voix et dans l'adoption des bonnes pratiques en matière d'éducation à l'environnement. Alors, nous poursuivons toujours avec nos questions et cette fois-ci, il s'agit de savoir à quels défis les jeunes filles africaines sont confrontées en matière d'environnement et de développement durable et quel rôle ces jeunes filles africaines peuvent-elles jouer dans la lutte contre le changement climatique. J'adresse ma question à Madame Tabitha Bamou. Merci. Ok, merci beaucoup, Madame Rachidou. Je dirais, la jeune fille africaine fait face à plusieurs défis, entre autres l'inaccessibilité d'informations, le manque de formation, la vulnérabilité socio-économique et d'autres liés peut-être aux violences basées sur le genre et surtout la discrimination qui gangrène encore notre société africaine. Et vous verrez que la femme, ou soit la jeune fille africaine, a du mal à s'informer aux questions liées
à l'environnement ou aux questions liées au développement durable. Et au-delà de tout ça, la femme aussi développe une peur qui est pour elle comme un défi de se faire former ou soit d'apprendre des nouvelles connaissances liées par rapport à cette question. Et je dirais par rapport à la discrimination, nous connaissons tous que nos sociétés africaines n'ont pas encore comprise cette notion de l'égalité de genre. Et quand une femme vient pour parler de questions de l'environnement, soit s'intégrer dans un milieu où il y a déjà des hommes qui décident, soit qui prennent des décisions par rapport à cela, au fait, il n'y a pas un accès facile pour elle. Elle a du mal à s'intégrer, du mal à prendre la relève, si je peux dire ainsi. Le rôle, je pense que c'est la quatrième question, ou soit je dois répondre directement. Madame Rachidou, je peux répondre à la quatrième question, ou soit que j'attende les autres intervenants. Oui, vous abordez en même temps le rôle. Oui, merci. Ok, moi je dirais la femme africaine comme rôle pour jouer par rapport aux questions de changement climatique, ou soit pour lutter contre le changement climatique, d'abord, elle doit se faire former. Pourquoi? Tout commence par l'apprentissage et la formation. Elle doit renforcer sa capacité pour comprendre les enjeux liés aux alentours de cette question. Parce qu'elle ne peut pas jouer un rôle important, soit actif, tant qu'elle ne maîtrise pas encore la matière. Il faut commencer d'abord par se faire former et c'est après la formation qu'elle va acquérir les connaissances qui feront en sorte qu'elle soit impliquée dans la discussion, soit qui faire en sorte qu'elle puisse bien mener sa lutte. Bien mener sa lutte. Parce que sans formation, sans connaissance, la femme n'a pas une place active ou soit importante dans cette lutte. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Madame Tabitha et Bamoukou pour ces éléments de réponse. Et nous allons maintenant entendre Madame Christine Guéna sur la question. Merci. Madame Christine? Madame Christine? Ah, bon, vous me suivez? Ok. D'accord. En fait, à la question de savoir les défis auxquels les jeunes filles font face, comment les défis et les défis auxquels elles suivez, font Madame face et quel rôle peuvent-elles jouer? Effectivement, j'étais en train de dire les jeunes filles font face au défi majeur, c'est le manque cette manque d'éducation. Parce que déjà, l'éducation normale, les jeunes filles n'en ont pas. Je veux parler de l'expérience de notre zone de travail. Si tu peux voir dans un village ou voire même tout un groupement, il y a que des écoles et les privilégiés, ce sont des hommes. Ça signifie directement que moins de jeunes filles ont accès à l'éducation, d'abord de manière générale. Alors, du moment où elles n'ont pas accès à l'éducation globale, l'éducation à l'environnement ne pourra même pas faire débat parce que ça n'existerait pas. Alors, c'est le plus grand défi auquel les jeunes filles font face et qui ne leur permettent pas de bien jouer les rôles dans tout ce qui est question liée à l'environnement ou au développement durable. L'autre défi, c'est nos sociétés sont trop patriarcales, même quand on sait ce qu'on veut, on sait comment on peut se procurer 2 ou 3, 4 formations. Il y a des principes, il y a
il y a en fait de base que les patriarcats a mis dans nos sociétés qui fait en sorte que moi, je ne peux pas décider, au fait, c'est toujours quelqu'un d'autre qui doit décider à ma place. C'est ce qui bloque encore les jeunes filles. Je prends directement l'exemple d'une jeune fille bon, elle a essayé un peu de se démener, elle a fait des études et puis bon, elle veut se spécialiser sur les questions liées à l'environnement. Elle veut, par exemple, je prends l'exemple très banal, elle veut devenir éco-garde. Et le parent dit, non, attends, comment tu peux faire ça? Ça, c'est pas pour une femme. Ça, c'est pour les hommes. Et ça fait en sorte que, bon, ma motivation est bloquée et puis cette jeune femme ne peut pas avancer. Ce sont des défis auxquels ces jeunes filles font face. Mais aussi, il y a aussi les défis liés à l'environnement. Bon, je suis dans un pays où c'est vraiment instable, où c'est tellement insécure qu'on ne sait pas, par moment, les questions liées à l'environnement, on le prend à deuxième position. La première partie, on se pose la question sur sa sécurité. Et tout cela bloque en fait, constitue les défis pour les jeunes filles. Alors, je vais parler directement du rôle. Au fait, les jeunes filles ont un rôle très, très important parce que d'abord, elles sont jeunes filles et puis c'est la majorité la majorité dans ma société, ce sont des femmes. Du coup, donc, leur participation aux questions liées à l'environnement, c'est très important parce que la majeure partie de la population est constituée des femmes. Alors, comment elles pourront maintenant jouer ces rôles-là importants alors qu'elles ne sont pas éduquées? C'est aussi un défi. Mais les organisations des bases, les organisations qui travaillent très près de la communauté sur les questions liées à l'environnement facilitent à ces jeunes femmes de jouer un rôle sur des questions de l'environnement, sur des questions de développement. Alors, comment ça se fait? Je vais prendre juste l'exemple que ce que nous faisons directement. C'est vrai, dans nos communautés, il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'éducation, mais quand même avec des formations que nous menons au niveau de la communauté, faire en sorte que ces femmes peuvent aller participer sur toutes ces questions. Je me rappelle l'année passée, les femmes d'un village où nous travaillons, elles ont écrit une lettre au chef du village pour leur dire, nous avons des solutions sur telle question, des questions liées à l'environnement. Et donc, les femmes sont capables de jouer un rôle dans l'environnement. Elles ont un rôle très, très, très capital à jouer. Merci. Merci beaucoup, Madame Crispine Nguena, pour ces éléments de réponse. Nous allons maintenant entendre la version de Madame Marie-Paul Autry sur la même question. Merci. Madame Marie-Paul Autry? Oui, oui, je suis là. Ok. Les défis auxquels sont confrontées les jeunes filles africaines, on a déjà le manque de représentation de femmes dans les instances de décision et aussi dans la politique. On me dira, mais comment c'est lié? Il faut dire que moi, j'ai une définition assez intéressante de la politique qui dit que la politique, c'est la gestion de la cité. Et donc, comment on gère la cité, comment on gère l'environnement et tout. Est-ce qu'on a des femmes aux instances de décision qui prennent position en fait sur les questions de l'environnement? Est-ce que les jeunes filles arrivent à voir qu'il y a des femmes en fait aux instances de décision qui prennent position en fait sur cette thématique et autres? Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a seulement 12% de femmes qui sont propriétaires terriennes. Mais dans le même temps, on a la production alimentaire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tout ce qu'on mange, est produit en fait à 80% par les femmes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le contraste et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre en fait à ces femmes-là d'avoir des terres et tout, pendant que ce sont elles qui sont encore le plus touchées par les effets du changement climatique et tout. Donc, le manque de représentation dans les instances dans les instances de décision, en fait, font que les jeunes filles n'arrivent pas à se projeter, en fait, sur la question, et on voit cette question-là comme une question vraiment abstraite qui, en fait, n'intervient pas dans notre vie de tous les jours. Et ça, par exemple, à la Ligue, mon travail que je fais, on construit en fait des bibliothèques dans les villages.
Et en construisant des bibliothèques dans les villages, on intègre en fait des livres sur cette thématique-là. Et à l'intérieur des livres, on a des femmes, par exemple, qui se battent pour l'environnement. On a des femmes, en fait, qui font de belles choses, en fait, sur ces questions-là. Et les jeunes filles, en fait, dans les villages, les enfants et autres, arrivent à faire une représentation. Malheureusement, dans nos villages, tout autour de nous, tout autour de ces enfants-là, elles ne voient que des institutrices, des sages-femmes. Ce sont des métiers assez nobles, hein. Attention. Cependant, on veut leur montrer en fait autre chose. Donc, il y a une question de représentation qui est vraiment minime et il faut travailler sur ça. On a aussi l'accès limité à l'éducation. L'accès limité à l'éducation parce que très souvent, la jeune fille est confrontée, par exemple, par des grossesses en cours de scolarité. Et même avant ça, le taux d'inscription est quand même assez bas jusqu'à présent. On a aussi, comment je peux appeler ça, les mariages forcés. Les jeunes filles sont confrontées au mariage forcé, elles sont éduquées pour ça et tout. Donc, elles n'auront pas la possibilité de se pencher en fait sur ces questions-là et d'y réfléchir et de travailler en fait ou de chercher même à apprendre en fait. Ce pas des questions qui vont les intéresser et malheureusement, on ne les emmène pas à s'intéresser à ces questions-là parce que j'ai l'habitude de dire que l'enfant est le père de l'adulte. Les questions qui ne t'ont pas intéressé quand tu étais enfant, ce à quoi on ne t'a pas exposé, tu ne pourras pas faire, tu ne pourras pas en fait les rechercher plus tard ou connaître en fait la pertinence de ces questions-là. Aussi, le deuxième volet de la question, vous avez demandé c'est quoi la contribution des jeunes filles dans la lutte pour le climat. Les jeunes filles, en fait, qui maîtrisent, en fait, la thématique ou qui peut-être ne maîtrisent pas, mais qui veulent, en fait, maîtriser la thématique et qui m'écoutent actuellement, peuvent déjà chercher à avoir des connaissances dessus. Donc, aller sur Google, suivre, par exemple, des personnes qui parlent agriculture, écologie, environnement et tout. Donc, après ça, faire maintenant dans la sensibilisation, donc créer des blogs, des vlogs et participer aux conférences, comme aujourd'hui, par exemple, des panels et autres. On a aussi la possibilité, pour ces jeunes filles ont la possibilité de faire du militantisme ou de l'activisme sur l'environnement et tout. Moi, par exemple, chaque fois que je fais mon militantisme sur Twitter, je dis que je n'aime pas en fait le reboisement. Je n'aime pas le reboisement en tant qu'agronome parce que pour moi, le reboisement, c'est détruire la biodiversité. Parce que lorsqu'on fait le reboisement, malheureusement, sous nos cieux, on ne plante qu'un seul type de plante, un seul type d'arbre. Et finalement, on se retrouve avec des monocultures. C'est quoi la différence entre un reboisement de teck et un champ de cacao? Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas une forêt. Une forêt, c'est de la biodiversité, c'est plusieurs espèces et tout. Mais lorsqu'on introduit, par exemple, une seule essence, par exemple, sur une superficie, on se retrouve à faire fuir d'autres espèces, genre des espèces animales et même d'autres espèces végétales, en fait. Parce que là, il y a des espèces qui n'arrivent pas à cohabiter. Quand on met le teck, il y a des plantes qui ne peuvent pas pousser à côté du teck, il y a des animaux qui ne peuvent pas vivre dans le milieu où il y a le tech et tout. Donc, on essaie de faire fuir les choses et ça crée des pandémies. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais par exemple, je fais mon activisme là-dessus. Je dis que je suis contre le reboisement qui ne se fait qu'avec un seul type d'arbre. C'est du commerce. Malheureusement, pour moi, c'est du commerce. On le fait pour vendre des arbres 25 ans plus tard. Donc, je fais de l'activisme là-dessus. Il y a aussi l'éducation. Donc, il faut choisir des filières comme l'agriculture, l'agronomie. Je sais que partout où je passe, en fait, je fais la promotion de ma filière. Donc, il faut choisir des filières comme l'agronomie et surtout faire l'agriculture écologique. Surtout faire l'agriculture écologique, des filières liées à l'environnement, au climat et aussi la géographie. La géographie intervient beaucoup dans les questions d'environnement et tout. Donc, c'est ce que les jeunes filles peuvent faire en fait pour contribuer à la lutte pour le climat. Merci. Vraiment, merci beaucoup à vous, Madame Marie-Paul Autry, pour ces éléments de réponse.
Alors, les défis auxquels les filles africaines sont confrontées sont vraiment énormes. Il y a dans un premier temps le manque d'éducation. Tu parles de la sans-éducation et qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Il y a également le manque de formation, d'information et de formation, puisqu'elles ne sont pas suffisamment informées, elles ne savent pas vraiment les enjeux liés à l'environnement et au développement durable. Et si bien que les violences de tous ordres aussi sont là à entraver comment dirais-je, constituent un challenge pour les filles africaines pour vraiment accéder à l'information en matière d'éducation, en matière d'environnement. Il y a également le regard, la peur du regard des autres. Ça, c'est nous, on a été moulus dedans depuis fort longtemps. Le doute, est-ce que si je fais, qu'est-ce qu'on dira? Tout ça là, ça fait que la femme, la fille, elle se retrouve dans un environnement qui ne lui permet vraiment pas d'être représentée et même de prendre des décisions en matière d'environnement et de développement durable. Alors, face à tout cela, il faudrait qu'elle soit vraiment éduquée et qu'elle se fasse former pour être mieux outillée afin de vraiment jouer pleinement leur partition dans l'environnement et le développement durable. Et il faudrait également qu'elle passe par des sensibilisations, par tous les moyens, qu'elle passe par des sensibilisations et pour amener les autres à se rallier à cette cause-là. Il faudrait également aussi qu'elle puisse militer hein, sur l'environnement. Elles vont militer sur l'environnement, aussi l'agriculture écologique est à promouvoir. Vraiment, merci à vous pour ces éléments de réponse et nous poursuivons toujours avec nos questions. Alors, Madame Christine Nguena, pouvez-vous nous dire en 2 minutes les initiatives d'éducation à l'environnement et au développement durable qui ont été efficaces auprès des jeunes filles africaines? Merci. Merci beaucoup. En fait, les initiatives qui ont été efficaces, les initiatives à l'éducation à l'environnement qui ont été efficaces auprès des jeunes filles. Je m'en vais directement parler quelques initiatives que j'ai pu voir au niveau de mon pays et peut-être que les autres pourront compléter au niveau de leur pays et nous aurons l'aperçu général. En fait, depuis 2020, notre organisation a commencé à intéresser les jeunes filles sur les questions de l'environnement. Et particulièrement, nous, on organise des formations, on organise aussi des sensibilisations. Alors, les sensibilisations permettent à ces jeunes filles d'élever leur soif ou bien leur goût d'aimer ou bien de s'intéresser sur les questions environnementales. Et les formations permettent à ceux qui ont voulu vraiment apprendre plus sur toutes ces questions, d'approfondir certaines questions, comme par exemple, on donne des formations sur l'évaluation de l'impact environnemental, ce qui permet à ces jeunes-là d'évaluer eux-mêmes à leur niveau, au niveau de leurs actions, au niveau de la communauté, les actions qui veulent être menées, si ça n'a pas d'effet néfaste ou bien comment diminuer les effets néfastes sur l'environnement. Il y a aussi des activités, des expéditions terrestres que nous organisons. À quoi servent ces activités? Nous permettons aux jeunes filles d'être en contact avec les paysages naturels, les paysages qui n'ont pas encore été dégradés. Et à ce niveau-là, en comparant les milieux où elles vivent
et les milieux qui sont encore naturels, ça pourrait leur permettre de dire ici ça ne va pas, ici il y a l'air frais, ici il n'y a pas, et nous on peut prendre l'initiative directement de faire une telle ou telle autre action. Comme par exemple en 2021, on a organisé des expéditions autour des collines qui sont des collines, on appelle ça des collines de pluie et des collines de vent. Alors, quand les jeunes filles sont arrivées dans la communauté, c'est à leur niveau, c'est elles-mêmes qui ont commencé à dire, comme cette colline nous donne la pluie, il ne faut pas la déboiser, il faut la laisser comme ça. Directement, elles commencent à éduquer les parents et leur dire non, il faut pas toucher par là parce que vu les explications que nous avons eues, vu ce que nous avons vu là-bas, en tout cas, c'est important pour nous. Il y a aussi des pratiques que je vis au niveau de la ville sur les questions des déchets plastiques où les jeunes filles, on les a montré comment faire, on les a formés comment faire la gestion des déchets, surtout cette séparation des déchets. Et puis, ces mêmes jeunes filles ont pris l'initiative de commencer à faire les ramassages des bouteilles qui sont par-ci, par-là dans la rue. Tout cela, c'est comme parce qu'elles ont été sensibilisées et puis après, elles ont pris plaisir, comme Marie-Paul l'a dit, et elles sont devenues actrices, elles sont devenues activistes pour une question. Donc, en gros, c'est ce que j'ai pu voir. Il y a aussi d'autres questions sur la question de la biodiversité, comme Madame Marie-Paul l'a souligné un peu dans son intervention. En fait, quand on a formé ces jeunes filles, il y a celles qui sont rentrées au niveau de leur village. Et là, ils commençaient à dire non. À chaque fois quand vous faites les coupes du bois, vous attaquez seulement un seul arbre. Bon, et puis vous laissez les autres. Ou bien, par exemple, vous coupez seulement ça. Et puis, par après, on va être en carence de cet arbre-là. Et ça sera compliqué parce que pour une explication qu'une des filles m'avait donnée, elle m'a dit, attends, si on a telle espèce d'aliments, c'est sur cet arbre-là qu'on le trouve. Alors, quand on coupe seulement cet arbre-là pour faire de bois, ça étouffe ou bien ça détruit la biodiversité. Donc, venir sur quelques activités que j'ai pu voir et auxquelles j'ai pu participer, compléter avec d'autres activités. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous aimerions entendre Madame Marie-Paul Autry sur la question. Merci. Comme initiative, il y en a beaucoup avec des initiatives des Nations Unies. Je me souviens que l'année dernière, je devais être même au Bénin, au centre Songhai pour une formation. Malheureusement, j'étais occupée pour d'autres choses, donc je n'ai pas pu y être. Donc, il y a les Nations Unies qui organisent assez de formations, de renforcement sur ces questions-là. Et aussi ici, avec la Ligue ivoirienne des droits de femmes, on fait pas mal de choses sur la question. Comme je l'ai dit dans mes propos, on fait des formations en agriculture auprès des femmes dans les villages. Donc, moi, je me charge de les former en fabrication d'engrais, donc engrais organiques, pesticides organiques, et aussi en production de semences paysannes, parce que c'est très important. C'est vrai qu'on a parlé d'environnement, mais on n'a pas vraiment brossé la partie souveraineté et sécurité alimentaire. Pourtant, ce sont des thèmes qui se rejoignent, donc dans le développement durable et tout. Donc, on les forme aussi à la production de semences afin qu'elles soient autonomes. Et donc, quand les communautés sont autonomes, c'est vraiment très intéressant pour tout le monde, pour le pays en question et tout. En fait, ça fait qu'on n'est pas très dépendant de l'extérieur et c'est intéressant. Et aussi, on fait aussi dans la construction de bibliothèques, donc avec les livres à l'intérieur, avec les thématiques liées à l'environnement et tout. Donc, ce sont des initiatives qu'on mène ici et tout. Il y a aussi d'autres organisations comme Jeunes volontaires pour l'environnement. Je pense qu'il y a Jeunes volontaires pour l'environnement au Bénin, au Togo,
au Rwanda et aussi en Côte d'Ivoire, qui mènent des actions assez intéressantes sur les questions liées à l'environnement. Donc, des formations aussi, des formations sur la thématique, des formations sur, comment on appelle, des formations pratiques et théoriques, en fait, sur la thématique. Donc, voilà, ces initiatives-là. Il faudrait que les jeunes filles et autres puissent être informés de ces initiatives parce que c'est à ce moment-là que ce sera très important et que nous, ça nous concernera, que ces jeunes filles-là soient informées sur ces initiatives-là. Donc, moi, par exemple, je me charge, en fait, avec ce que je fais sur Twitter et même sur ma page d'agriculture, je partage en fait des questions, je partage en fait des choses sur les initiatives de d'autres organisations ou sur ce que mon organisation fait, afin de permettre aux filles qui me suivent, aux jeunes filles qui me suivent, d'être curieuses sur la question. Voilà, donc il faut réveiller la curiosité en tout le monde et à travers aussi au niveau, même des hommes en fait, même des hommes qui nous suivent et tout, il faut réveiller la curiosité de tout le monde parce que c'est une thématique très importante. Il y va de notre sécurité et souveraineté alimentaire. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Marie-Paul Ocré. À présent, nous allons écouter Madame Tabitha Bamoukou. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, je dirais les initiatives qui ont été efficaces auprès de jeunes filles africaines. Bon, je parlerai de notre cas à Kinshasa, ici en RDC. Je ne dirais pas seulement pour les jeunes filles africaines, mais les hommes aussi, parce que nous ne sensibilisons pas seulement les jeunes filles, mais nous sensibilisons aussi les hommes. Comme nous, on est passé par de sensibilisation et dans ce moment de sensibilisation, nous faisons savoir aux gens, ou soit nous faisons comprendre aux personnes l'importance de protéger son environnement parce que nous en dépendons étroitement. Qu'on le veuille ou pas, si l'environnement est dégradé, nous aussi, nous sommes dégradables. Je dirais ainsi. Au même titre que l'on protège l'homme, la vie, l'on doit aussi protéger l'environnement. Et c'est ce que nous faisons à chaque fois dans nos moments de sensibilisation. À part ça, il y a des activités où nous avons participé, ou soit nous avons travaillé en synergie avec d'autres structures au niveau de Kinshasa. Nous avons organisé des formations et des campagnes sur les enjeux environnementaux, faire comprendre aussi l'importance de protéger, d'assurer à ce que son environnement soit propre, sain pour sa santé et autres. Et à part cela, moi-même, nous avons eu organisé au travers de notre structure et la commune des Limités des sensibilisations porte à porte, des collectes de déchets plastiques, faire savoir à la commune, aux membres, à la population de la commune de Limité, l'importance de lutter contre la pollution de plastique. Nous l'avions fait ensemble avec la structure AFEP et la commune de Limité, disons, le conseil communal de la jeunesse de Limité, et des assainissements de milieux où j'ai eu à participer aussi en synergie avec d'autres structures. Dans de maisons communales, nous nous rendons dans de maisons communales, on se donne de rendez-vous, nous devons nous rendre dans telle maison communale, à l'exemple, la commune de Bandal, où nous nous sommes rendus. Nous avons planté même des arbres, on a enlever tout ce qui était immondice et autres, trouver un endroit où les placer. Les déchets plastiques, on a trouvé un endroit où nous pouvons le placer et trouver les sociétés qui achètent ces plastiques-là pour au moins fabriquer quelque chose. Et à part cela, il y a une structure aussi, nous travaillons en synergie avec eux et ils encadrent des enfants. Quand on passe ces moments d'assainissement, soit des journées de collecte, nous collectons ensemble avec ces enfants chez Gay, communément appelés enfants de la rue. Nous collectons de plastique et après, on les apprend comment rendre ces plastiques
utile pour la société. Fabriquer des carreaux, fabriquer autre chose, c'est un peu quelques initiatives qui ont eu un impact ou soit qui ont eu qui ont été efficaces auprès de jeunes filles et les hommes congolais, particulièrement à Kinshasa. Merci. Merci beaucoup, Madame Tabitha, pour et le partage de ces expériences. Et j'avoue que franchement, des 3 interventions, et nous avons la moisson était bonne. Il y a de très, très bons témoignages d'expériences. Et nous notons que des initiatives existent et des efforts sont faits et à travers des renforcements de capacités sur l'impact environnemental et la gestion des déchets et la production d'engrais organiques et autres, et la mise en place des bibliothèques et des creusets également de partage d'informations sur tout ce qui concerne l'éducation à l'environnement et développement durable. Et franchement, je vous remercie très sincèrement pour tout ce que vous faites pour cette noble cause. Alors, nous allons à présent, j'invite les participants à interagir dans le chat. Ils peuvent déjà, ils et elles peuvent déjà commencer par poster leurs questions et dans le chat. Une autre question. Comment mobiliser les ressources pour soutenir l'éducation à l'environnement et au développement durable? Madame Tabitha Bamabou, nous voulons vous entendre. Merci. Ok, merci beaucoup. Comment mobiliser les ressources pour soutenir l'éducation à l'environnement et au développement durable? Excusez-moi si vous entendez un peu de petits bruits, comme je disais, je suis au bureau, au travail, et comprenez un peu. Nous avons procédé. Ok, merci beaucoup. Pour notre structure, soit pour le structure avec lequel nous travaillons en synergie, nous passons toujours par l'appel de fonds. Nous faisons de demandes de subventions de fonds. Et à part cela, nous passons par les partenariats qui pourront nous aider à avoir de fonds après avoir soumissionné de projets. Et nous passons aussi par l'appel à contribution aux personnes de bonne volonté ou aux institutions voulant soutenir les actions de jeunes dans le domaine de l'environnement. Mais bien avant tout, j'aimerais souligner, il y a aussi une contribution interne que nous faisions à chaque fois que nous organisons une activité. Nous ne comptons pas seulement sur la main, nous ne comptons pas seulement aux fonds venant des autres ou soit de l'externe, mais nous travaillons aussi en interne pour mobiliser quelque chose afin de réaliser une activité ou soit de réaliser une formation, soit une sensibilisation. Et je donne un exemple, la marche pour le climat qu'on venait d'avoir l'année passée, au mois d'octobre. On était en synergie avec les amis, mais nous n'avions pas encore, on n'avait pas placé notre confiance, soit notre, comment dirais-je, je cherche le mot, chercher à mettre toute notre attention à ce qu'on va recevoir de l'extérieur, mais on a mobilisé d'abord le fonds. Chaque structure a ramené une partie de fonds pour permettre à ce que l'activité soit réalisée en bonne et due forme. C'est un peu ça que je pourrais dire en ce qui concerne la mobilisation de ressources. Merci. Merci beaucoup, Madame Tabitha. Et nous aimerions entendre Madame Christine Guéna sur la question. Merci. Merci. Je vais d'abord souligner quand on parle de ressources, c'est pas seulement les moyens financiers, c'est pas seulement de l'argent, c'est un peu vaste. Ça peut être des ressources humaines, ça peut être des ressources matérielles et ça peut aussi être de l'argent. Alors, pour mobiliser les ressources, je vais commencer par les ressources humaines. C'est que
Euh, il faut d'abord, comme on l'a dit, quand on connaît, quand on est éduqué sur une chose, on y prend plaisir ou bien on s'engage pour être activiste comme on l'a souligné tantôt. Et cela constitue directement les ressources humaines. Ça signifie que si on arrivait à sensibiliser, à éduquer plusieurs personnes, directement, ça va faire en sorte qu'on ait autant de gens qui peuvent participer à l'éducation des autres. Donc, nous capitalisons les ressources humaines. Et chez nous, on le fait souvent. Qu'est-ce que nous, on fait? Donc, on équipe un certain nombre de personnes et on donne à chaque personne une target. On lui dit pendant un certain moment, il faut à la fin que deux ou trois personnes puissent s'engager pour la même cause que toi. Donc, le système je vais appeler ça en tout cas, c'est comme ça ressemble comme le mentorat, quelque chose de pareil. Donc, toi, tu connais déjà quelque chose sur les questions liées à l'environnement et tout. Tu édites dans ta communauté pour avoir d'autres personnes, afin d'avoir l'arbre des engagés pour l'environnement un peu vaste. Et ça nous permet d'accroître nos ressources humaines. Alors, pour la question de ressources matérielles, ce sont des questions qui viennent selon les nécessités et le besoin. Et c'est là, souvent, ça se passe par des dons. Et ce sont des personnes déjà que vous avez déjà sensibilisées, qui ont peut-être vu l'importance de la chose dans leur communauté et qui participent aux actions pour l'éducation à l'environnement. Par exemple, on organisait une expédition, mais on devrait camper dans la forêt et on avait besoin de bâches pour, euh, pour faire nos tentes dans la forêt. Et là, les personnes qui ont participé dans les actions passées, ils ont dit non, nous avons des bâches à la maison que nous avons eues, nous pouvons vous remettre ça pour l'activité. Et ça nous permet aussi de capitaliser des ressources en termes de matériel. Alors, il y a aussi la question de ressources financières. Alors, là, l'argent, on répond à l'appel à proposition. Et aussi, il y a la participation toujours de ces personnes-là qui ont pris conscience de l'importance que si autant de monde sont éduqués sur telle ou telle autre question, des questions liées à l'environnement, ça nous permet aussi de protéger notre environnement. Leur participation par des dons, là, c'est l'argent qu'ils nous remettent pour telle ou telle autre activité. Et donc, je pense que j'essaie un peu de le dire de manière générale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Christine. Et nous aimerions entendre Madame Marie-Paul Aukry sur la même question. Nous invitons les participants et participantes à interagir dans le chat. Vous n'hésitez pas de poster vos questions, vos préoccupations, vos commentaires dans le chat box. Merci. Oui, Madame Marie-Paul Aukry, vous avez la parole. Ouais, désolée, j'ai eu un souci. Pour la mobilisation des ressources, très souvent, il faut impliquer la communauté. Il faut les impliquer avec, par exemple, des actions donc association villageois d'épargne de crédit, pour réaliser, par exemple, des activités agricoles dans le village et de façon très pratique, leur apprendre, en fait, à extirper tout ce qui est chimique, en fait, de leur environnement et tout. On peut aussi solliciter des subventions gouvernementales. C'est vrai que ça ne marche pas très souvent, mais il faut essayer. On essaye aussi. Et aussi solliciter des subventions d'ONG internationales. On le fait avec en veillant ou en guettant en fait les appels à projets des ONG ou des banques internationales et tout. On peut aussi faire des collectes de fonds. Ça, on le fait très souvent ici de notre côté. Faire des partenariats avec le secteur privé, par exemple, des personnes qui sont peut-être intéressées par la thématique. Tout le monde est intéressé par la thématique des ODD. Donc, ça fait une panoplie
de partenaires à avoir. Donc, voilà, c'était pêle-mêle la possibilité de mobilisation des ressources. Merci beaucoup, chers illustres panélistes, pour vos éléments de réponse. Et par la mobilisation de ressources, on entend les ressources humaines, matérielles et financières. Alors, entre autres, il y a le système de mentorat qui permet de vraiment avoir les ressources humaines pour être ralliés à la cause. Il y a également en matière de finances, la demande de subvention. Il y a également le partenariat. Il y a, comment dirais-je, la collecte des fonds, c'est-à-dire à l'interne, et les structures fonctionnent sur fonds propres à travers la collecte de fonds et autres. Vraiment, merci à vous pour tous ces éléments de réponse. Nous allons maintenant ouvrir la plage de questions-réponses. Et je peux déjà lire une question dans le chat, qui est de Carlin et qui dit qu'il est je suis très heureux de prendre part à ce webinaire et aussi de constater la qualité des interventions dont la somme me permet de conclure qu'elles sont à la hauteur de leur tâche. Merci beaucoup à Madame Ella, Fondation Batonga NVC, pour cette belle opportunité. Organiser ce genre de webinaire, je comprends combien cela coûte en termes de préparation. Alors, je crois que sa question continue, hein? OK. En termes de contribution, il dit qu'il faudrait vraiment que les interventions martèlent que l'éducation à l'environnement est tout d'abord un droit. Donc, les communautés méritent de travailler là-dessus. Nous devons veiller à l'intégration de cette question dans tous les plans de nos interventions. Maintenant, il pose sa question, il dit, quelle est la place de la masculinité positive dans cette belle thématique? Vraiment, merci beaucoup à vous, à M. Carlin, et pour ces éléments de réponse et pour cette question. Alors, chers panélistes, il y a la question de Carlin qui aimerait savoir quelle est la place de la masculinité positive dans cette belle thématique qu'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Allô? Allô? Vous pouvez répondre la question, s'il vous plaît. Allô? Madame Rachidatou, je peux aller? Oui, oui, allez-y. En fait, pour répondre à la question de M. Carly, je crois c'est quelque chose qui est revenu dans bien d'interventions d'autres panélistes quand ils soulignaient sur la question de cette relation ou corrélation dans les actions avec les hommes. Parce qu'on sait très bien que les hommes restent nos alliés très importants dans chacune de nos actions que nous menons et l'environnement ne fait pas l'exception. Ça signifie que les hommes, bon, en fait, la masculinité positive garde sa place auprès au fait, dans nos actions parce qu'on compte sur l'ensemble de nous tous pour participer efficacement ou bien influencer efficacement les questions liées à l'environnement. Donc, la masculinité positive garde sa place auprès des actions de femmes chaque jour auprès de communautés.
Merci beaucoup, Madame Christine. Alors, la deuxième question de Monsieur Carlin, c'est de savoir comment les filles doivent faire pour transformer le défi lié au manque de la solidarité entre elles dans la dynamique de se retrouver au sein des instances de prise de décision. S'il vous plaît, Madame Rachid, vous pouvez Oui. reprendre la question. La question s'adresse à qui? À chaque panéliste ou bien Non, on peut reprendre je vous laisse, je vous laisse, Je veux bien répondre. libre. Moi, je veux bien répondre. OK. Et comment les filles doivent faire pour transformer le défi lié au manque de la solidarité entre elles dans la dynamique de se retrouver au sein des instances de prise de décision? Je vais rebondir Bon, rapidement. Déjà, il faut savoir que le manque de solidarité des femmes est un mythe bien entretenu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien entretenu. Et d'ailleurs, ça doit être brisé. Ça doit être brisé. Dans les interactions sociales, les humains ont tendance à avoir des divergences. Ce n'est pas des problèmes typiquement féminins, c'est des problèmes d'humains. Ça, c'est donc. Donc, le manque de solidarité qui est conjugué au féminin et tout, c'est un mythe. On sait tous, par exemple, quand on regarde la sphère politique et tout, toutes les personnes qui ont des divergences, il y a peu de femmes. Il y a peu de femmes. Même dans nos familles, on a des oncles, des frères et tout qui ont des divergences. On ne conjugue pas en fait le manque de solidarité et tout à ce niveau-là, au niveau masculin. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment minimiser les divergences, c'est vraiment minimiser en fait les opinions des femmes que de borner leurs divergences à un manque de solidarité entre femmes. C'est une banalisation de nos opinions. Ça, c'est deux. De deux, c'est pas le manque de solidarité entre femmes qui freine en fait l'accès des femmes aux instances de décision. Elles ont eu un accès limité. Il faut aller dans les temps anciens. Les femmes n'étaient pas scolarisées. Pour aller aux instances de décision, il faut être scolarisé. Il faut maîtriser les thématiques. Quand tu ne connais pas la politique, tu ne sais pas le rôle d'un président, tu ne sais pas le rôle d'un député, tu ne sais pas le rôle d'un ministre, comment tu fais pour entrer aux instances de décision? Donc, il ne faut pas en fait rejeter la faute sur les femmes quand on a tout mis en place pour les retenir derrière. Quand on a dit que les femmes n'ont pas droit à la parole, quand on leur a dit vous ne devez pas partir à l'école, quand on a représenté les femmes en fait comme des biens économiques, donc ils n'avaient que pour rôle de produire et de se reproduire, il ne faut pas venir leur dire ici que c'est leur manque de solidarité qui les empêche d'entrer dans les instances de décision. Lorsque les femmes veulent aller aux instances de décision et qu'elles font face à de la violence physique, de la violence psychologique, aux insultes, actuellement, ce sont les campagnes électorales en Côte d'Ivoire. Les femmes subissent beaucoup de sexisme, en fait. Et elles subissent le sexisme de la part des hommes, leur intimité, leur sexualité, tout ce qu'elles ont, en fait, dans leur vie est passé au peigne fin. Elles sont insultées. Les hommes sont insultés sur la base de leurs idées. Les femmes sur la base de leur personne, de leur vie intime, de leur vie privée. Et quand on se trouve, en fait, dans un écosystème comme ça, je pense que c'est de la mauvaise foi que d'attaquer en fait le manque de solidarité entre les femmes. Les hommes ne sont pas si solidaires que ça. Ce n'est pas un problème féminin, c'est un problème humain. Les interactions sociales, les divergences sociales, ce sont des problèmes d'humains, ce n'est pas un problème typiquement féminin. Ça, c'est ma réponse à cette préoccupation. Merci. Merci beaucoup, Madame Marie-Paul Ocré. Alors, une autre question de Suzanne. Quels sont les effets du changement climatique sur la justice de genre en Afrique? Quels sont les effets du changement climatique sur la justice de genre en Afrique?
chers panélistes, je vous laisse libre de répondre, hein, qui se sent inspiré. Je vais essayer de répondre à cette question. Les effets du changement climatique de genre en Afrique. Déjà, nous devons savoir que l'égalité déjà n'existe pas assez. Ce mot égalité n'est pas vraiment bien aperçu pour nous en Afrique. Quand vous parlez d'égalité, ça laisse à désirer, surtout chez les hommes. Les effets du changement climatique de genre en Afrique, je dirais que les femmes d'abord sont de premières victimes des effets ou soit des dégâts environnementaux. Et au-delà de ça, les femmes n'en bénéficient même pas aussi on appelle ça quoi? Les femmes n'en bénéficient pas de réparation. Je prends un exemple d'un cas qui se passe actuellement, ou soit qui se passe dans mon pays. Prenons le cas de Mwanda, où l'on exploite le pétrole. C'est le seul endroit où, soit les seuls coins pour l'instant, la RDC est en train, ou soit les sociétés sont en train d'exploiter du pétrole. Et aux alentours de ces coins-là, les femmes subissent certains dégâts ou soit certaines injustices environnementaux. Déjà, il y a la pollution de l'environnement qui entraîne le maladie respiratoire dont les femmes sont vraiment très sensibles. Donc, elles sont plus exposées que les hommes. Les femmes sont plus exposées que les hommes par rapport à leurs organes. Et ces effets-là, même quand nous allons devant la justice, ou soit déjà en RDC, je dirais que la justice climatique n'existe pas encore. Je suis juriste, mais je me réserve par rapport à cela, mais je dis que la justice climatique n'existe pas. Il y a plusieurs effets et pour ces effets-là, les femmes ne bénéficient pas encore, soit le gender ne bénéficie pas encore de réparation par rapport aux effets là. Parce que ces effets ne viennent pas du coup comme ça, au moins que ça soit de feux de brousse qui sont des effets naturels, mais de faits causés, des effets ou soit les problèmes causés par la société ou soit l'homme, les femmes n'obtiennent pas encore réparation par rapport à cela. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou comment. Vous allez me dire ça. Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Tabitha Bamou. Nous avons Fatimetou Mohamed Saleh qui dit que l'éducation à l'environnement doit être enseignée dès l'enseignement primaire pour que filles et garçons puissent être formés et respecter la nature et l'environnement. Ça, j'avoue que je suis entièrement d'accord puisque les enfants constituent la génération future. Ce sont eux la relève de demain. Et donc, par rapport à ça, je pense que c'est très important de commencer l'éducation à l'environnement dès le bas âge, dès le primaire. Merci. Un autre commentaire, si les mentalités à l'égard des jeunes filles ne changent pas, elles ne peuvent pas jouer leur rôle. Elles seront marginalisées. Il faut préparer la relève pour que les jeunes filles participent dans la communauté. Une question de Roger Saïd. J'aimerais savoir pourquoi la présentatrice dit que le reboisement pose problème. J'aimerais question s'adresse à pourquoi la présentatrice dit que le reboisement pose problème. J'ai dit le reboisement d'un seul type d'arbre. Lorsqu'on parle de forêt, on parle de plusieurs types d'arbres. On parle de plusieurs types d'espèces animales à l'intérieur. On parle de micro-organismes différents et tout. Mais lorsqu'on fait le reboisement, comme ici,
avec une seule essence. Par exemple, le teck. C'est le teck qui est vraiment en vogue chez nous. Lorsqu'on met le teck, on repousse en fait d'autres espèces animales. On repousse en fait d'autres espèces végétales. Parce qu'il faut dire que dans la nature, c'est comme ça, il y a une interaction entre les différentes espèces. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple assez bête. Là où le teck pousse, l'iroko peut-être ne pousse pas là. Mais pour que l'iroko pousse, il faut un autre type d'arbre au milieu d'eux. Et donc, la forêt, la nature est tellement intelligente de façon assez naturelle, elle a disposé en fait les plantes comme ça. Mais lorsque l'humain vient et qu'il intervient, il ne prend pas en compte en fait les plantes qui vivent en symbiose, qui ne vivent pas en symbiose, qui font du parasitisme et tout. L'humain ne regarde pas ça, il vient, il plante qu'un seul type d'arbre. Et finalement, on se trouve avec une perte de biodiversité. Et si on n'a pas de biodiversité, déjà, ce sera difficile pour avoir nos molécules pour se soigner, parce que c'est avec, il faut le dire, c'est avec les plantes qu'on se soigne. Ce sont les plantes qui sont transformées en molécules pour qu'on puisse se soigner. Vous imaginez qu'avec toutes les forêts de trucs là, on vient et on plante que du teck. On plante que du teck, on plante que du teck. Finalement, on va se retrouver avec une perte de biodiversité et donc ça va nous poser des problèmes nous-mêmes pour nous soigner. Ça va nous poser des problèmes pour avoir les animaux que nous mangeons. Ça va nous poser des problèmes déjà au niveau en fait du sol. Donc, c'est pour ça que je dis que le reboisement tel qu'il est conçu ici n'est pas la solution. Le reboisement ici, j'appelle ça, pour rigoler, comment on appelle, des monocultures d'arbres. Je ne vois pas de différence entre le reboisement qui est fait avec la culture d'un monsieur dans son village qui fait, par exemple, la culture des veillards ou qui fait la culture du cacao. Dans un temps, on aura, par exemple, cette monoculture-là qui va permettre d'avoir de la pluie, qui va absorber, par exemple, le carbone et tout. Mais après, on aura des difficultés au niveau de tout ce que j'ai eu à citer précédemment, donc avec les arbres qui doivent être là et tout. La nature, comme je l'ai dit, la nature est très intelligente. Lorsqu'on coupe les arbres, lorsque les arbres sont là, dans le sol, on a des graines. On a des graines qui peut-être sont en dormance ou qui, terre à terre, qui dorment en fait. Il faut peut-être envoyer de l'eau sur l'espace et après retirer l'eau. J'ai vu une expérience qui a été faite dans un pays d'Amérique latine. Et après, ces graines-là se sont réveillées et on donnait en fait typiquement la forêt qui était déjà là. Donc, il faut aller sur la base de la régénération de la forêt au lieu de faire du reboisement. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre ainsi. Merci. Et merci, Madame Marie-Paul Autry, pour ces éléments de réponse. C'est vrai que la diversité enrichit vraiment. Et vous optez pour la diversité. Merci beaucoup. Je prie les participants qui aimeraient intervenir à lever le doigt. Et toujours. Chers participants et participantes, vous pouvez lever le doigt pour interagir directement. Apparemment, nous n'avons plus de questions. Nous n'avons plus de questions.
Alors, c'est le moment de remercier et très sincèrement nos illustres panélistes de nous avoir apporté la lumière à cette belle thématique qu'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et merci également aux participants et participantes pour vos questions, pour vos commentaires, pour vos contributions bien appréciées. Et nous allons à présent inviter, oh oui, et un détail, avant d'inviter Madame la directrice pays pour la clôture de ce webinaire, et je voudrais vous dire que nous vous enverrons par mail l'évaluation de ce webinaire. Ceci sera désormais de coutume à nos voix-comptes et permettra de prendre en compte vos préoccupations réelles et vos doléances afin d'améliorer les prochains webinaires. Priez donc renseigner la fiche et nous la renvoyer dès réception. Alors, je vais inviter Madame Ella Wamamara, la directrice pays de la Fondation Batonga et la directrice du Global Plaidoyer à faire la clôture de ce webinaire. Merci. Merci Rachidatou. On n'a pas vu le temps passer. C'était tellement intéressant et enrichissant. Vous avez conduit ce webinaire de main de maître, de main de professionnels et nos panélistes étaient plus qu'à la hauteur. Nous en avons beaucoup appris des différentes actions, des différentes activités, des différentes opportunités dans le domaine de l'éducation au développement durable. Et je voudrais remercier ici chacune de ces panélistes, l'ambassadrice Marie-Paul, Madame Tabitha aussi et notre troisième panéliste. Nous avons été plus que heureux et heureuses de vous entendre, de vous avoir sur ce panel. Plus nous serons nombreuses, plus notre mouvement sera fort parce que nos voix comptent et que la voix des filles et des femmes d'Afrique francophone subsaharienne doit être entendue. Nous vous invitons à faire adhérer le plus de personnes dans vos communautés à notre mouvement. L'éducation à l'environnement pour un développement durable est un enjeu de taille dans nos pays actuellement au regard des conséquences néfastes du changement climatique sur la vie des filles et des femmes. Et dans les grandes décisions qui doivent être prises face à cette thématique, nous avons notre mot à dire parce que nos voix comptent. Nous ne pouvons pas rester en rade de mouvement. Nous devons pouvoir amplifier les initiatives, les très belles initiatives que les panélistes viennent de partager avec nous et bien d'autres encore. Restons connectés, restons solidaires. Nous espérons que vous serez avec nous sur le tout prochain panel de nos voix comptent dont la thématique que je garde secrète pour le moment est encore plus intéressante que celle-ci. Merci à chacune et à chacun de vous pour le temps que vous avez consacré à animer ce panel ou à le suivre. Merci à toute l'équipe de l'ombre de nos voix comptes, Boris, Moulikat et Marie Diat. Merci à Lakisha, merci à chacune et à chacun de vous et à très, très bientôt. Merci beaucoup, Madame Ella. Et continuez de nous suivre à travers nos différents réseaux sociaux